Imaginez, on est en mars 2026. Une crise énergétique mondiale éclate. Mais attention, ce n'est pas une guerre comme les autres. Aujourd'hui, on plonge dans un scénario basé sur des failles bien réelles. Un conflit où les cibles ne sont plus les armées, mais les fondations même de notre société, nos infrastructures. Alors, plantons le décor. Mars 2026. Tout part d'une escalade entre l'Iran et Israël, mais ça dérape très très vite. Oubliez les champs de bataille qu'on connaît. Ici, les armes, ce sont des essaims de drones, du code malveillant, des blocus commerciaux. Bref, une crise d'un genre complètement nouveau vient de commencer. Voilà, cette citation, elle résume tout. Elle vient de l'analyse qui inspire ce décryptage et elle met le doigt sur le problème. Le conflit a muté. Ce n'est plus une simple guerre pour du territoire. Non, là on est passé à une guerre dont le but est de paralyser l'adversaire en s'attaquant à ses fondations économiques et civiles. On parle ici d'une guerre d'usure des infrastructures. L'objectif est à la fois simple et absolument dévastateur. Viser les systèmes vitaux, l'énergie, les communications, la logistique, en fait tout ce qui fait tourner le monde moderne. Mais alors, c'est quoi exactement une guerre des infrastructures? Eh bien, c'est une stratégie hybride. Ça veut dire qu'on mélange tout. Des frappes militaires classiques, des cyberattaques massives et des blocus économiques. Le but, ce n'est pas de gagner une bataille. Le but, c'est de provoquer l'effondrement complet de l'adversaire en mettant son économie et sa société à genoux. Pour bien comprendre comment ça marche, il faut voir ce conflit comme une guerre sur 3 fronts en même temps. Et ils sont tous connectés. Il y a le front physique, on va l'appeler le feu, le front numérique, c'est le code, et le front maritime, l'eau. Voyons voir comment chacun a été activé. D'abord, le front physique, le feu. Ce tableau, il montre bien l'escalade, le fameux œil pour œil, dent pour dent. Le 7 mars, Israël frappe des sites pétroliers iraniens. La réponse ne se fait pas attendre. Des essaims de drones ciblent la grande raffinerie de Haïfa. Le résultat, des installations clés des deux côtés sont hors service, ce qui paralyse leur production de carburant. Et l'impact, bien sûr, va beaucoup plus loin que la simple stratégie militaire. Les conséquences pour les civils et pour l'environnement sont terribles. À Téhéran, par exemple, les frappes déclenchent des incendies tellement gigantesques qu'une pluie noire toxique s'abat sur la ville. C'est la preuve brutale que cette guerre frappe directement et durement les populations. Deuxième front, le code. En même temps que les frappes physiques, Israël lance l'une des plus grandes cyberattaques de l'histoire, qui coupe quasiment l'Iran du reste du monde. La riposte est instantanée. Une salle de guerre électronique iranienne déchaîne ces groupes de hackers. Et leurs cibles, ce ne sont pas des sites web. Non, non, ils visent le cœur industriel d'Israël et de ses voisins, de l'énergie aux aéroports. 81%. C'est la chute spectaculaire du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, en à peine 24 heures. Une paralysie quasi totale. Et ça nous amène directement au troisième et dernier front de cette guerre. Le front de l'eau. D'un côté, l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, par où passe quand même 20% du pétrole mondial. Et de l'autre, des attaques en mer Rouge paralysent le trafic qui passe par le canal de Suez. En l'espace de quelques jours, les deux artères vitales du commerce mondial sont coupées. L'économie mondiale est littéralement prise en otage. Donc on a ces 3 fronts, le feu, le code et l'eau, qui convergent et créent ce qu'on peut appeler une tempête parfaite. Et en son épicentre, on trouve Israël. Le pays se retrouve face à une menace multiple, qui expose d'un seul coup toutes ses fragilités en matière de sécurité énergétique. Regardez la conséquence directe des frappes. Sans ces raffineries qui tournent, Israël devient complètement dépendant des importations. Le graphique est sans appel. Les besoins en essence et en diesel sont multipliés par 5, voire 6. Le piège se referme. Parce que tout ce carburant doit arriver par la mer. Alors même que les routes maritimes sont coupées. Et la menace, elle n'est pas seulement extérieure, elle est aussi interne. Certains groupes environnementaux parlent d'une bombe à retardement, l'oléoduc principal du pays. Ce chiffre, 160 000, c'est le nombre de défauts qui ont été détectés sur cette infrastructure critique. Le forcer à tourner à plein régime pour compenser la crise, ce serait prendre le risque de déclencher une catastrophe écologique majeure. Forcément, ce qui n'était au départ qu'un conflit régional se propage maintenant à toute l'économie mondiale. La paralysie des chaînes d'approvisionnement, la guerre des raffineries, tout ça crée un choc énorme dont les ondes se font sentir sur absolument tous les continents. Et regardez à quelle vitesse tout s'enchaîne. C'est fou. Le 5 mars, les assurances se retirent, le commerce s'arrête net. Le 7, les raffineries brûlent. Le 9, le prix du pétrole s'envole de 25%. Le 10, l'Égypte doit augmenter ses prix en urgence. En moins d'une semaine, l'économie mondiale est au bord de la rupture. Imaginez, 20% de l'approvisionnement mondial en énergie qui disparaît. Comme ça, du jour au lendemain. La question est simple. Face à un choc pareil, comment le monde réagit-il ? La réponse, c'est la panique générale.
Les gouvernements prennent des mesures de crise. Le G7 envisage de puiser dans ses réserves stratégiques. Le Pakistan passe à la semaine de 4 jours pour économiser du carburant. L'énergie devient un produit de luxe. L'Égypte, par exemple, est forcée de brûler du fioul ultra polluant juste pour éviter les coupures de courant. Et le commerce mondial, lui, est complètement bloqué. Les géants du transport maritime doivent contourner toute l'Afrique, ce qui ajoute des semaines aux livraisons et crée un chaos logistique planétaire. Cette semaine folle du 4 au 11 mars 2026 a donc révélé une toute nouvelle réalité. Elle a exposé les failles béantes de notre système énergétique mondial et, au passage, elle a complètement redéfini ce que veut dire sécurité nationale à l'ère du numérique. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? En gros, 3 leçons stratégiques. Premièrement, notre dépendance à quelques raffineries géantes en fait des cibles parfaites, des points de défaillance uniques. Deuxièmement, la frontière entre le numérique et le physique n'existe plus. Un clic peut détruire autant qu'un missile. Et enfin, l'indépendance énergétique ne veut plus dire grand-chose si les routes maritimes qui nous approvisionnent peuvent être coupées. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale pour notre avenir. Si les champs de bataille de demain ne sont plus des terrains vagues, mais plutôt nos raffineries, nos câbles sous-marins, nos serveurs informatiques, comment une nation peut-elle encore se considérer comme étant véritablement en sécurité ?